l'entité suprême d'un univers vaste et complexe. Sans lui, les mondes s'effondreraient et il possède un pouvoir supérieur à The Almighty, qui signifie pourtant tout-puissant. Qualifié de roi alors qu'il possède les capacités d'une divinité, l'ironie du sort a voulu qu'il ne soit au final moins qu'un être humain. Car prisonnier d'un cristal depuis plus d'1 million d'années. Depuis d'innombrables millénaires, l'histoire de Bleach est écrite avec son sang. Et pour lui, le temps n'existe plus. Le Ryo, qui veut dire roi des esprits en langue française, est l'être suprême mais aussi le plus mystérieux et inaccessible. Tout ce que l'on sait de lui nous est parvenu par d'autres individus et il ne s'est jamais exprimé. On ignore tout ou presque de lui. Son nom, pourquoi il s'est laissé emprisonner et les limites de son pouvoir qui semblent sans limite. Mais surtout, où sont exactement les parties manquantes de son corps et pourquoi elles ont pu prendre vie et obtenir leur propre individualité. Eh bien vous savez quoi ? Dans cette vidéo, que je vous conseille vivement de regarder jusqu'à la fin, nous allons voir ensemble tout ce que l'on sait sur le roi des âmes et nous allons surtout nous intéresser aux fragments de son corps, des mains en passant par le cœur et d'autres parties mystérieuses encore à ce jour. On terminera sur une grosse théorie en boucle finale qui va vous retourner le cerveau, car il se pourrait bien que l'on sache où sont passées les jambes du Ryo. Avant de se plonger dans cette énigme que nous allons tenter de résoudre ensemble, il faut que je vous parle d'un jeu. Si vous aimez Bleach, je sais alors que vous aimez les légendes, les bons combats et les personnages classe et puissants. Ça tombe tellement bien, car je vais vous présenter un jeu qui combine tous ces éléments, et même plus encore, avec une expérience de jeu épique et des graphismes très propres. Imaginez un univers où vous pouvez collectionner plus de 800 champions, chacun avec son histoire unique, issue d'univers variés. Disponible à la fois sur mobile et PC avec le partage des données, tu pourras y jouer partout, dehors ou bien chez toi sur un grand écran, donc confort total. On va maintenant aller ensemble dans le portail des invocations et expérimenter une des choses les plus excitantes du jeu, l'ouverture des éclats pour obtenir de nouveaux champions. J'en ai pas mal, des mystérieux jusqu'aux sacrés, donc on risque d'avoir de belles surprises. On clique sur portail, bon, on va se faire quelques éclats du néant. Oh là, lui, il a pas une tête de porte-bonheur, hein. Bon allez, on s'en refait un. Oh, un petit archer, bien tatoué, un bon gros barbare. Ça me plaît, j'aime bien les archers dans les jeux vidéo. Oh, un épique! Elle est vachement classe. Franchement, cet elfe noir, 382 en attaque en plus, donc ça rigole vraiment pas. Et on peut consulter le récit du champion, donc on a plus d'informations sur le lore. Franchement, je suis très content de mes invocations. J'ai eu du très très lourd, pas mal d'épiques. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont certains personnages que je vais jouer car je trouve très classe. Je vais regarder un peu quels sont les plus optis et les plus puissants, comment les renforcer, et on va tout simplement tout déchirer dans le jeu en fait. Actuellement, Red Shadow Legends rend honneur à ses joueurs dans un gros événement spécial appelé les Community Weeks. En se connectant simplement pendant 7 jours entre aujourd'hui et le 8 juillet, tu pourras obtenir une championne légendaire, Adeline Chroniqueuse, un soutien de qualité qui peut endormir les ennemis ainsi que soigner ses alliés, donc une championne idéale pour affronter le démon du sable. Pourquoi ne pas l'essayer vous-même ? Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner, car il est gratuit et approuvé par des dizaines de millions de joueurs dans le monde. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code que vous voyez à l'écran pour rejoindre cette aventure et mon clan. En utilisant mon lien, vous obtiendrez immédiatement un énorme pack de démarrage avec un champion épique, Tyrell, et vous obtiendrez un autre pack de démarrage après avoir atteint le niveau 25 contenant le champion épique, le Rector Dras. A bientôt dans le jeu, à toi de jouer.
Commençons par le commencement le plus simple et officiel. Le Ryo est apparu dans un monde stagnant et chaotique, en réponse à un holo immense qui dévorait tout, le premier Menos Grande. Il l'aurait vaincu, ce qui généra une quantité phénoménale de sable de Reishi, à tel point qu'une rumeur laisse entendre que le sable du Uekomundo en serait la conséquence. Car à cette époque, le cycle des âmes, la vie et la mort tels que nous les connaissons n'existait pas. Il aurait ensuite continué à tuer les holos afin que le monde ne sombre pas dans le chaos. Certains êtres pensaient qu'il fallait créer un cycle, une balance entre les âmes afin de créer en quelque sorte la vie et la mort, et que tout cela puisse se recycler. C'est là que 5 individus puissants entrèrent en jeu, en s'alliant pour sceller dans un cristal et exploiter son pouvoir, le roi des esprits, qui ne montra étonnamment aucune résistance. Serait-ce parce qu'il aurait vu un avenir lointain qu'il accepta de son plein gré? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que les 5 individus étaient les grands ancêtres de ce que l'histoire retiendra comme les 5 familles de la très haute aristocratie de Soul Society, chacun ayant sa propre volonté pour sceller le Ryo. Néanmoins, et c'est là toute l'immoralité et pourquoi l'on nomme cet événement le péché originel, c'est que la famille Tsuyanashiro, craignant le pouvoir du roi des âmes malgré son absence de résistance, décida de le mutiler et de réduire son pouvoir le plus possible en lui coupant les bras, les jambes et en le dépouillant de ses organes internes, se servant de son corps comme d'une carcasse dont la seule utilité serait de maintenir l'équilibre des mondes, condamnant ainsi l'être suprême à un état par-delà la vie et la mort et conservant malgré tout un état de conscience si l'on se fie au mot d'Ichibei. Sauf que le Ryo n'est pas un être lambda, ses membres manquants ont eu leur propre histoire et n'ont pas disparu, ils se sont maintenus dans l'existence. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dès à présent, que sont devenus ces membres du roi des âmes. Mimi-Hagi. Le premier dont nous allons parler est celui que l'on nomme Mimi-Hagi, bras droit du roi des esprits, même si on dirait davantage surtout une main. Il est l'incarnation de la stagnation et est vénéré dans le Rukongai, tout particulièrement dans le secteur Sakahone. Sakahone, qui est le même nom du tout premier capitaine de la 13e division, ce très vieil homme dont il est difficile d'évaluer l'âge tant il semble être vieux parmi les vieux. Un secret se cache sans aucun doute derrière ce lien, car il n'est pas anodin et si Kubo a choisi ce nom pour désigner un lieu et un capitaine permettant de relier Mimi-Hagi et Ukitake à un ancien des 13 sanguinaires, ce n'est certainement pas pour rien. Et si, en réalité, Mimi-Hagi avait été à l'intérieur du capitaine Sakahone, ce qui expliquerait pourquoi il était si vieux en étant encore en vie. Et si Sakahone était le premier possesseur de Mimi-Hagi, tout comme Ichibei, on le verra plus tard, qui possédait initialement le bras gauche du roi spirituel, qui se fera appeler ensuite Pernida, ce qui expliquerait le lien entre Sakahone, Mimi-Hagi et Ukitake, et surtout cela justifierait pourquoi une telle entité se trouve si loin dans le Rukongai. En gros, Sakahone aurait perdu la vie là-bas, pour une raison ou une autre, peut-être par vieillesse, et Mimi-Hagi serait sorti de lui à ce moment, ou un peu avant, et c'est en hommage à ce capitaine que le nom de Sakahone aurait été donné à ce quartier. Cela expliquerait tout, et si j'ai raison, il serait alors possible que le capitaine du premier Gotei 13 de la 13e division soit tellement vieux grâce à Mimi-Hagi et sa stagnation qu'il ait connu l'époque du Ryo et qu'il soit aussi vieux qu'Ichibei. Ça justifierait également pourquoi nous n'avions jamais entendu parler de Mimi-Hagi avant, il était à l'intérieur de ce capitaine. Vous savez quoi? Cette théorie vient de défiler dans mon esprit de façon spontanée, j'ai même pas eu besoin de me creuser les méninges, à croire que c'est vraiment mon shrift, The Chi, le théoriste, à ne pas confondre avec le terroriste. Bon, revenons-en à ce qui est confirmé. Les parents du Kitake ont donc établi un pacte avec cette entité divinisée du Rukongai, Mimi-Hagi, afin de ne pas laisser leur enfant mourir dans la précocité de la maladie qui l'accablait. Ainsi, avec Mimi-Hagi en lui, donc le bras droit du roi spirituel, Ukitake a pu bloquer l'évolution de sa maladie durant des siècles en sacrifiant ses poumons malades. Il ne mourut point, néanmoins il resta affaibli et cracha régulièrement du sang. Pauvre Ukitake, et dire qu'on l'a jamais vu à son prime, même pas à 20% de son plein potentiel je dirais. Pas étonnant que ce soit lui le principal capitaine teasé dans le one-shot mettant en avant l'enfer. Il a encore tellement à montrer et à raconter. Pernida. On va maintenant parler de son opposé, dans tous les sens du terme, symboliquement, philosophiquement, et même en termes de capacité. Pernida est le bras gauche du roi spirituel et il contrôle l'évolution. Son shrift est celui de la lettre C, The Compulsory, ça lui permet de manipuler les nerfs des choses qui l'entourent afin de les tordre à sa guise et de réduire ses adversaires à néant. Un pouvoir si redoutable et implacable qu'il mettra en grosse difficulté Zaraki, Yoruchi et même Mayuri et Nemu. Et si l'on se fie au manga, il a vaincu Kiryu Ikifune de la division 0,
un sacré palmarès en très peu de temps, et c'est normal, étant un membre du Ryo et carrément celui qui commande l'évolution, il est largement supérieur au niveau moyen d'un capitaine. Dans le manga, ce personnage était une énigme, comme l'atteste le nom du chapitre 635, l'énigme capuche. Néanmoins, un des plus gros ajouts de la partie 2 de Bleach TYBW en animé a totalement changé la donne. Depuis le scellement du Ryo, il était à l'intérieur du bras gauche d'Ichibei depuis tout ce temps, et c'est il y a environ un millénaire que Yhwach l'a récupéré et lui a rendu visiblement une forme de liberté, faisant de lui ensuite un Quincy. Selon moi, il est devenu Quincy car il a vécu parmi eux et avait pour modèle Yhwach, le père de ces derniers. Néanmoins, en tant qu'incarnation de l'évolution, il aurait pu devenir autre chose, même s'il dit le contraire et qu'il affirme qu'il a toujours fait partie du peuple Quincy. Le point intéressant ici, c'est que grâce à cette scène bonus, on comprend pourquoi il a été inexistant dans l'histoire de Bleach depuis tout ce temps. Il était prisonnier du corps d'un autre, Ichibei, puis il a été à l'intérieur de Yhwach avant de gagner en autonomie et d'évoluer lentement mais sûrement, ce qui renforce la théorie de Mimi-Hagi que je vous ai partagée tout à l'heure à l'intérieur du vieux capitaine Sakahone. Le cœur. Nous avons traité le cas des deux bras, mais rappelez-vous, le terrible clan Tsuyanashiro est si odieux et insécure qu'ils ne se sont pas contentés des parties principales du corps du Ryo. Ils ont aussi mutilé ses organes internes, dont son cœur, rien que ça. Parmi la Schutzstaffel, l'élite de l'élite parmi les Sternritter, Aski nous a expliqué qu'il existe parmi eux deux membres ayant eu leur pouvoir sans avoir besoin du sang de Yhwach. Leur Schrift n'a été donné qu'à titre honorifique. Le premier c'était donc Pernida, et le second c'est Gérard Valkyrie, dont la rumeur affirme qu'il en serait le cœur. The M, pour le miracle, derrière ce nom se cache un pouvoir le rendant lui aussi virtuellement invincible. C'est simple, sa capacité est littéralement celle du miracle, donc si l'on simplifie les choses à l'extrême, cela signifie qu'il peut rendre possible l'impossible, peu importe le réel, ses capacités, l'adversaire en face, les probabilités. Car le principe même du miracle, c'est un fait dépourvu d'explication scientifique que l'on serait tenté d'attribuer à l'action du divin. Et cela se traduit par un retour toujours plus fort à chaque fois qu'il prendra des dégâts. Zaraki en Shikai, puis en Bankai, Byakuya post-division 0, et même Itsugaya nous dévoilant la vraie forme de son Bankai, ne parviendront même pas à en venir à bout. C'est finalement Yhwach en personne et ayant absorbé le Ryo qui mettra fin au combat, en absorbant son énergie afin de fusionner les trois mondes depuis Soul Society. Enfin, sur Gérard, fait intéressant, à l'origine on pensait qu'il était le cœur du Ryo, une sorte d'incarnation, ce qui en réalité n'avait pas beaucoup de sens. On imagine mal le cœur d'un être comme le roi des âmes prendre l'apparence et la personnalité d'un type comme lui, un petit peu de type viking. Et bien cela sera confirmé dans les romans CFYOW, il est dit qu'il ne serait pas directement le cœur, mais simplement son hôte, à l'image de Mimi-Hagi et du Kitake. On peut alors espérer là aussi un flashback dans TYBW en animé venant l'illustrer et le confirmer. Yhwach. Bon, ça y est, on a déjà cité tous ceux dont nous sommes sûrs et certains à 100% qu'ils proviennent du Ryo. On va alors maintenant entrer un peu plus dans le domaine de la théorie, et j'ai du très crédible sous la main, donc on ne va pas se contenter de fabuler. Non, nous là, ce qu'on va faire c'est plutôt ça. Il faut nous imaginer comme des pirates, sur le point d'accoster des îles inexplorées avant tout le monde, car on pourrait bien découvrir des vérités avant l'heure, de leurs révélations officielles, comme on l'a peut-être déjà fait dès le début de la vidéo avec le lien unissant Ukitake, Mimi-Hagi et Sakahone, Yhwach. Il se qualifie lui-même de fils du Ryo, mais est-ce vraiment possible? On sait seulement qu'il est né dans une tribu qui vénérait un dieu qui s'appelait Yhwach, Yahvé, c'est pourquoi il prit ce nom. Mais si on raisonne logiquement, il ne peut pas être le fils biologique du roi spirituel, et voici pourquoi. On sait que le drame qui frappa le roi s'est déroulé il y a environ 1 million d'années d'après Ichibei. Or, Yhwach a probablement un peu plus de 1200 ans, car Basbi dit lui-même il y a environ 1000 ans que Yhwach aurait 200 ans. Comme d'hab, si une info est donnée, ce n'est pas pour rien. Ensuite, il est né dans une tribu qui vénérait Yahvé. C'était il y a environ 3000 ans au plus tard, car on peut se baser sur la première mention de Yahvé datant de 810 ans avant Jésus-Christ, sur la stèle d'un roi moabite du nom de Mesha, qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Voilà, équation résolue. Donc Yhwach est autre chose, car vu son pouvoir, il est forcément lié au Ryo. Et ma théorie perso, c'est qu'il serait soit la manifestation, la matérialisation du ressentiment du Ryo, ou alors sa chaîne du destin. Vous savez, cette chose qui dévorait Ichigo alors que Kisuke le forçait à retrouver ses pouvoirs de Shinigami. Chaîne du destin, un nom pas anodin, et qui ferait le lien avec la capacité extraordinaire de Yhwach, consistant justement à contrôler ce dernier. Et pour être encore plus précis, il en serait le Hakusui, un organe interne propre aux âmes et qui est le siège de leur pouvoir spirituel. Grémy.
Traitons à présent du cas d'un certain Sternritter, celui qui se qualifie lui-même de plus puissant parmi tous les Quincy. D'après de nombreuses personnes sur le net, Grémy serait le cerveau du roi des esprits, rien que ça. Il se base sur certains passages ambigus, c'est vrai, dans les romans CFYOW. On ne va pas tourner autour du pot, pour moi ça n'a aucun sens. Tite Kubo l'aurait dévoilé lui-même dans le manga, où il n'aurait pas été aussi flou dans CFYOW. Dans les romans, il est surtout fait mention du cerveau Quincy d'un individu ayant disparu il y a longtemps. Ensuite, l'argument final pour mettre fin à cette hypothèse, comme on l'a vu, Yhwach n'a pas donné de Schrift à Pernida et Gérard, car ils avaient déjà leur propre pouvoir via leur fragment du Rayo, qu'ils en soient une incarnation ou un autre. Cela aurait dû être le cas aussi pour Grémy. Or, il est affirmé que Yhwach a donné le Schrift vie pour le visionnaire au cerveau qu'est Grémy, pour lui donner son pouvoir, et il est même capable de l'enfermer. Enfin, on a retiré ses organes internes au Rayo, donc tout ce qui se situe au niveau du ventre et de la poitrine, je dirais. Mais le haut de son corps semble parfaitement intact, et le cerveau n'est pas un vulgaire organe interne. Les Fullbringers. Dans le manga, on apprend que les Fullbringers sont des humains avec des capacités extraordinaires, un peu comme un Quincy finalement, mais sans être le fruit d'une longue descendance issue de Yhwach. L'origine de leur pouvoir, nous disait Ginjo, c'était que durant la grossesse, leur maman avait été attaquée par un holo, ce qui laissa une marque spirituelle affectant l'enfant, lui offrant plus tard des capacités surnaturelles liées toujours à leur vécu. Mais encore une fois, les romans CFYOW ont bouleversé notre vision de ces derniers. Désormais, on sait que les Fullbringers possèdent des morceaux du Rayo en eux, sans qu'il ne soit spécifié lesquels exactement. Il y a fort à parier que ce sont des parties infimes, comme pour Matsumoto. Des miettes, disons. Et c'est parce que leur mère portait cette minuscule partie en eux que les holos les visaient. Sauf qu'il existe une Fullbringer largement plus puissante que les autres. Elle s'appelle Ora Michibane et elle fait partie des antagonistes de CFYOW. Elle possédait en elle carrément le Saketsu du roi des esprits, qui est un organe propre aux Shinigami, leur permettant de booster leur pouvoir spirituel. Tout à l'heure, on a théorisé sur Yhwach en disant qu'il était le Hakusui. Et bien Ora en est le Saketsu, donc pas la chaîne du destin, mais de liaison. Le cas Rangiku. Beaucoup de fans de Bleach ne le savent pas vraiment, mais même Rangiku avait un fragment du Rayo en elle. On savait déjà qu'Aizen l'avait prise pour cible pour une raison spécifique afin de nourrir son Hogyuku. Ou peut-être était-ce le fruit du hasard, mais cela nous a été confirmé dans l'interlude du tome 2 de CFYOW, encore et toujours cette trilogie qui a totalement métamorphosé le lore de Bleach. On y apprend donc de la part de Sosuke, face à un Kaname très attentif pour ne pas dire scolaire, que Rangiku possédait dans son âme un ongle du Rayo, tout comme les Fullbringers ont en eux de petites parcelles. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Le Rayo est un être possédant le pouvoir de façonner la réalité et les mondes. C'est pourquoi il a pu créer le cycle des âmes et diviser le monde primordial en 3 mondes distincts. Et la toute première démonstration que l'on a du pouvoir Fullbring par Ginjo, c'est la manipulation de la matière. Donc ce n'est pas à l'échelle d'un univers ou des mondes, c'est à une dimension personnelle, individuelle, sur une faible quantité de matière, mais ça reste une prouesse qui est directement rattachée à ce concept. Là où on retourne dans le game des théories, c'est avec cet artwork de Brave Souls. Cette Matsumoto semble directement inspirée de cet ongle de ce concept, ou devrais-je dire cette griffe du Rayo qu'elle aurait en elle. Et disons-le, que Rangiku soit malgré tout devenu officiel alors qu'on lui a prélevé une parcelle de son âme reste impressionnant, et qui sait quelle puissance elle aurait pu atteindre en restant complète. Légende. Et pas voilà, mais nous voici arrivés à l'ultime chapitre de la vidéo. Ici, on sera totalement dans la théorie, mais toujours en se basant sur des faits concrets que l'on peut illustrer par des propos et pages directement issus du manga lui-même. Cette théorie n'est pas de moi, mais d'un utilisateur de Reddit, Baldural, et voici l'hypothèse folle qu'il présente. On connaîtrait au moins l'une des jambes du roi spirituel, et elle aurait principalement agi au Wakamundo. C'est une Arrancar, une ancienne espada, et si vous avez encore en tête la miniature de la vidéo, vous allez enfin comprendre pourquoi elle y figurait, car c'était en apparence l'intrus. Neliel tu Oderjvank serait là ou les jambes du Rayo. Bon, je vous le dis tout de suite, personnellement je n'y crois pas plus que ça, mais il y a de bons arguments, et vous allez finir cette vidéo avec le doute à l'esprit. Par contre, qu'elles soient les 2 jambes en même temps me semble impossible, sinon elle serait bien plus puissante encore. Mais une jambe, pourquoi pas ? Voici les arguments. Après son massacre en traître par Noitola allié à Zayel, son énergie spirituelle s'échappa depuis son masque fissuré, qui donnera d'ailleurs son nom à ce chapitre emblématique, de par sa page couleur m'ayant inspiré tant de théories sur Ichigo et l'enfer. Zayel affirmera qu'il n'avait jamais vu ça, et il fera une hypothèse qu'il ne dévoilera pas.
Ensuite, je vais tout simplement vous montrer cette image, qui compare un phénomène visuel que l'on retrouve qu'à 2 reprises à ma connaissance dans tout le manga, sur Gérard, qui n'est nul autre que l'autre du cœur du Rayo, et sur Nel enfant. Troublant, n'est-ce pas? Puis le deuxième point, montrant une séquence humoristique de Nel avec des yeux pouvant faire penser à ceux du Rayo. Bon, je trouve ça clairement léger et je ne valide pas, c'est tiré par les cheveux, mais je souligne l'effort, faut vraiment avoir l'œil pour lier un truc pareil. Ajout de ma part, il y a tous ces moments où les jambes de Nel sont mises à contribution en gros plan, que je vous illustre en ce moment même, et ajoutons à cela sa résurrection, lui donnant l'apparence d'une sorte de centaure à 4 pattes. Et enfin, l'ultime argument faisant d'elle un cas réellement unique parmi tous les Arrancars connus à ce jour, c'est l'absence de trou pourtant caractéristique du holo. Sur cet artwork issu de Brave Souls, on peut voir que si elle avait fusionné avec le Hogyoku, il n'aurait pas pris place comme pour tous les autres espadas à l'intérieur de son trou, mais bien à l'extérieur, derrière son dos, au-dessus de ses jambes. Pourtant, pour les autres espadas, le Hogyoku se place exactement là où est placé leur trou que l'on connaît. Tite Kubo, à travers le club Outside, a enfin répondu à ce grand mystère il y a quelques mois, l'emplacement du trou de Nel. Eh bien, on a une réponse, même si c'est un peu étrange, il est sur son cœur, ce qui explique qu'on ne peut pas le voir. Est-ce que ça cache quelque chose de symbolique? Le mystère reste entier. Et voilà, pour de vrai cette fois. Désormais, le roi de Bleach n'a plus aucun secret pour vous. Du moins, avec la somme des informations officielles que l'on a à ce jour, et il y a fort à parier qu'on aura de nouvelles révélations un jour, que ce soit dans les parties 3 et 4 de l'anime TYBW, dont la suite est toujours prévue pour 2024. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description et en commentaire épinglé pour vous lancer dans cette nouvelle aventure avec toutes les récompenses spéciales, l'abo, le j'aime, le commentaire. Si t'as pas d'idée pour le commentaire, je vais t'aider. Tu penses quoi du roi spirituel de Bleach? T'as des théories personnelles à partager? L'espace commentaire est là pour toi, discutons de ça tous ensemble. Sur ce... ciao.